Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un drame sanitaire vraiment terrible qui a secoué le Maroc en 1959. C'était quelques années à peine après l'indépendance. L'affaire des huiles empoisonnées. Oui, une affaire tristement célèbre. On est à Meknès, principalement. Imaginez un peu la scène. Des familles qui amènent leurs proches à l'hôpital, incapables de marcher, secouées de convulsions, les jambes comme mortes. Vraiment. Et c'est pas juste quelques cas, hein. Non, ça arrive par centaines, chaque jour. C'est l'horreur. C'est ça. C'est une tragédie qu'on appelle souvent l'affaire de la Meknacite, mais la population, elle a vite trouvé des noms plus parlants, plus crus. Ziteyara. L'huile pour avion. Exactement. Ou encore Bourrekab, ce mot terrible qui décrit la paralysie, la foudroyante des jambes. Bourrekab. Ça glace le sang, rien que le nom. Ça se passe surtout à Meknès, donc, mais ça va toucher d'autres villes aussi, entre septembre et octobre 1959. Et tout ça, il faut le rappeler, dans un contexte très spécial. Le Maroc est indépendant depuis 1956, à peine 3 ans. Le pays est en pleine construction avec ses fragilités, quoi. Tout à fait. Et c'est aussi l'époque de la guerre froide. Le Maroc est en train de négocier le départ des bases militaires américaines. C'est un processus long, qui ne s'achèvera d'ailleurs qu'en 1963. Et ces départs imminents des Américains, ça va jouer un rôle clé dans l'affaire, on va le voir. Absolument. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser ensemble comment une telle catastrophe a pu arriver, d'essayer de mesurer l'impact humain qui est juste dévastateur. Et puis voir où en est la quête de justice. Parce que plus de 60 ans après, pour les victimes, c'est toujours pas fini. C'est ça. C'est une plongée dans les faits, les conséquences, et aussi dans les zones d'ombre qui persistent encore aujourd'hui. Alors retournons à Meknès. Septembre 1959. Normalement, ça devrait être la fête. C'est la période du Mouloud, la naissance du prophète. Mais non, l'ambiance est plombée. Oui, à cause de ces symptômes mystérieux qui apparaissent. Des convulsions, une sensation de lourdeur terrible dans les membres. Et cette paralysie qui monte, qui fige les jambes. Le fameux bourrekab. Les hôpitaux sont complètement débordés. L'hôpital Mohamed V à Meknès, par exemple, voit affluer, écoutez bien, jusqu'à 300 nouveaux cas par jour au plus fort de la crise. 300 par jour. Waouh, c'est inimaginable. Les équipes médicales sont dépassées, désemparées. Au début, il n'y a pas de fièvre, pas de signes cliniques clairs, juste cette paralysie qui monte, qui monte. La panique s'installe. L'incompréhension totale, j'imagine. Et ça ne reste pas cantonné à Meknès. Ah non, malheureusement, l'épidémie, parce que c'en est une, se propage vite, très vite, comme une traînée de poudre. Où ça exactement? On la retrouve à Sidi Kassem, Sidi Slimane, Kémisset. Kémisset, j'ai lu qu'on estime que 20% de la population a été touchée là-bas. Oui, c'est un chiffre effrayant, 20%. Et ça va même jusqu'au Rif, à Nador, à Lousseïma. La peur s'installe partout. La peur d'une maladie inconnue, contagieuse. Les médecins doivent être sous pression. Ils pensent à quoi au début? Ils tâtonnent, forcément. On évoque la polio, la poliomyélite. Mais ça colle pas vraiment. Pourquoi? Parce que la maladie touche beaucoup d'adultes. Et puis, elle semble frapper certaines catégories sociales plus que d'autres. C'est pas le schéma habituel de la polio, quoi. Donc l'hypothèse de la polio est vite écartée. Oui, assez rapidement. Et là, face à l'ampleur du truc, au mystère, et puis à l'évidente incapacité locale à gérer ça, le Maroc demande de l'aide. Exactement. Appel à l'aide internationale. L'OMS, la Croix-Rouge sont sollicités, des experts viennent de France, du Canada, de Grande-Bretagne. Et c'est là qu'interviennent des Britanniques qui vont tout changer. Oui, 2 épidémiologistes d'Oxford, les docteurs J.M. Spalding et Honor Smith. Ils vont jouer un rôle absolument déterminant. Leur approche est très méthodique. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils font un constat crucial. La maladie touche massivement les Marocains des classes populaires, les artisans, les ouvriers, mais, et c'est ça le point clé, elle épargne, curieusement, les Européens, les Marocains juifs, les militaires dans leurs casernes et les détenus en prison. Ah oui. Sauf, il y a une anecdote, non, sur des militaires? Mais c'est un détail, mais il est révélateur. Apparemment, 2 militaires auraient fait le mur un soir. Et eux, ils ont été contaminés. D'accord, donc ça veut dire que la source du mal est à l'extérieur de ces institutions, de ces groupes protégés. C'est ça. Et ça oriente très fortement les chercheurs britanniques vers une piste, l'intoxication alimentaire. Il doit y avoir quelque chose que ces groupes spécifiques consomment et pas les autres. Logique. Et comment ils trouvent, quoi? Le déclic qui va venir d'un médecin de Meknès. Un médecin local. Il signale aux Britanniques une rumeur qui circule dans la Médina. Les gens se méfient d'une huile de cuisson.
Une huile vendue pas cher du tout, et qui a une couleur un peu bizarre, un peu plus foncée que d'habitude. L'huile, le cerf? C'est ça, et aussi une autre marque, El Hilal. Et il y a cette anecdote terrible qui circule aussi à ce moment-là. Ah oui, l'histoire avec le chien. Racontez. Oui, une famille, méfiante à cause de la rumeur, décide de tester cette huile sur son chien avant de l'utiliser. Le chien ne réagit pas tout de suite. Pas de symptômes immédiats. Alors, ils se disent que c'est bon. Ils se disent que c'est bon, ils utilisent l'huile pour cuisiner. Et quelques jours plus tard, toute la famille tombe malade, paralysée. Et le chien finit par développer exactement les mêmes symptômes. C'est glaçant. Ça confirme les soupçons sur l'huile. Exactement. L'enquête se resserre, les autorités, avec les Britanniques, perquisitionnent une épicerie dans la médina de Meknes. Ils trouvent des bouteilles d'huile Le Cerf et El Hilal, et ça correspond. Couleur suspecte, prix très bas. Et là, analyse. Un échantillon part tout de suite à l'Institut d'hygiène de Rabat. À l'époque, il est dirigé par le docteur Abdelmalek Faraj. L'analyse est rapide, et le verdict tombe. Sans appel, j'imagine, hein. Sans appel. L'huile Le Cerf est bien la coupable. Elle contient une saleté de produits chimiques extrêmement toxiques, le phosphate de triorthocrésyle, le TOCP. TOCP, il faut qu'on explique ce que c'est pas du tout une huile alimentaire, on est d'accord. Ah non, absolument pas. C'est un lubrifiant industriel. On l'utilise, figurez-vous, pour les moteurs d'avion à réaction, comme ceux des bases américaines qui sont encore au Maroc à ce moment-là. D'où le surnom Zit Teyara, l'huile pour avion. Voilà. Et ce qui rend ce TOCP particulièrement dangereux, en plus de sa toxicité, c'est qu'il est incolore, inodore, sans saveur. Indétectable à l'œil nu ou au goût, quoi. Exactement. Mais c'est un neurotoxique redoutable. Il attaque le système nerveux. Et il peut même être toxique par simple inhalation, pas seulement par ingestion. D'accord. Le poison est identifié. TOCP. L'origine probable, les surplus des bases américaines. Mais la question maintenant, c'est comment diable cette huile de moteur se retrouve dans des bouteilles d'huile de cuisine vendues au marché? Mais voilà, on y arrive. C'est là qu'on revient au contexte des bases américaines en cours d'évacuation. L'accord venait d'être signé en 59, c'est ça? Précisément, les Américains commencent à liquider leur surplus, leur matériel usagé, avant le départ définitif prévu pour 1963. Et parmi tout ça, il y a ces fameux lubrifiants, ces huiles moteurs qui contiennent du TOCP. Et cette période de liquidation, de transition, ça crée une sorte de zone grise, une opportunité pour des gens peu scrupuleux de faire de l'argent facile? Absolument. C'est un facteur clé. Les contrôles sont sans doute plus lâches dans cette période un peu chaotique. Et la cupidité va s'engouffrer là-dedans. On a une idée de la chainerie. Comment ça s'est passé? Oui, les informations qui ont filtré des enquêtes décrivent une chaîne de distribution qui fait froid dans le dos, franchement. Ça commence en avril 1959. Un importateur grossiste, un certain Mohamed Benani, est souvent cité, achète une grosse quantité de ce lubrifiant à la base américaine de Nouasseur. Ok. Il achète de l'huile moteur en gros. Et ensuite... Il compte pas agresser des avions avec, j'imagine. Non, pas du tout. Il revend cette huile industrielle à un autre négociant, un nommé Ahmed Ben Hadj Abdallah. Et lui, à son tour, il la distribue à une vingtaine de grossistes. Sauf que ces grossistes-là, eux, leur business, c'est les huiles alimentaires. Ils sont basés à Casablanca, Fès et surtout... Meknes. à Meknes. C'est là que le pire se produit. C'est là que l'engrenage fatal se met en place, oui. C'est ce qui ressort des enquêtes. Des commerçants, notamment ceux qui sont derrière la marque Le Cerf, vont avoir l'idée, criminelle, il n'y a pas d'autre mot, de mélanger cette huile de moteur, le TOCP, avec de l'huile de table, normale, végétale ou d'olive. Donc quel but? Juste pour augmenter les volumes. Pour augmenter les volumes et donc les profits. C'est purement l'appât du gain. Attendez. Mélanger? Mais dans quelle proportion? Ça devait quand même se voir, non? Ou avoir un goût? Justement, non. On l'a dit, le TOCP pur est quasi indétectable. Et les analyses qui ont été faites à l'époque sur les bouteilles saisies ont révélé des taux effarants. C'est-à-dire? Certaines bouteilles contenaient jusqu'à 67% de TOCP, pour seulement 33% d'huile alimentaire. 2/3 de poison. C'est ça. C'est quasiment du poison pur vendu comme de l'huile de cuisson. C'est à peine croyable que la cupidité puisse aller jusque-là. C'est fou. Et ce mélange immonde est ensuite vendu à très bas prix. J'ai lu 0,50 dirhams le litre, quelque chose comme ça. Oui, un prix dérisoire qui, évidemment, attire les familles les plus modestes ou les petits métiers, comme les vendeurs de beignets, les sefnages, qui en achètent de grandes quantités pour leur friture. Le piège parfait, en somme. Et le résultat, on le connaît.
Une catastrophe humaine. Le chiffre officiel, c'est 20 000 intoxiqués. Environ 20 000 personnes, oui. C'est le chiffre officiel. Mais il est très très probable qu'il soit sous-estimé, surtout si on pense aux zones plus reculées. Et les morts? On a une idée? C'est très difficile à dire. On parle de centaines de décès directs. Mais établir un bilan exact est compliqué. Surtout dans des régions comme le Rif, qui sortait à peine de la révolte de 1958-59. Les enterrements ont pu être discrets, pas toujours déclarés. Mais même sans parler des morts, l'horreur, c'est surtout pour les survivants. Des milliers de vies brisées nettes. Exactement. Des milliers de personnes condamnées à la paralysie, permanente ou de très longue durée. Bourré-Cabeu est devenu leur quotidien. C'est un handicap moteur très lourd, des douleurs chroniques. Sans parler de l'impact psychologique, de la stigmatisation. Terrible, absolument terrible. Et on sait un peu qui étaient ces victimes, leur profil. Oui, majoritairement des gens des classes populaires, comme on l'a dit. Les chiffres donnent environ 60% de femmes, 40% d'hommes et beaucoup, beaucoup d'enfants. Ah oui. Combien? Rien qu'à Meknès, sur les presque 11 000 cas qui ont été identifiés là-bas, on a dénombré 844 enfants touchés. C'est énorme. 844 enfants, rien qu'à Meknès? Et les récits des survivants, ou des familles, sont bouleversants. Il y a l'histoire de cet étudiant qu'on devait transporter en charrette pour qu'il puisse continuer à aller au lycée, des familles entières où plusieurs membres se retrouvent handicapés du jour au lendemain, des gens qui perdent leur travail, leurs moyens de subsistance, parfois réduits à la mendicité. Terrible. J'ai lu aussi que le vice-président de la Ligue des victimes qui s'est créé plus tard, Lassen Yamani, était lui-même une victime. Oui, tout à fait. Il a vécu ça dans sa chair. Cette crise, elle a aussi montré de manière brutale les limites des infrastructures sanitaires marocaines de l'époque, j'imagine. Complètement dépassé par l'ampleur du drame. Ah oui, complètement. Ce qui a rendu l'aide internationale non seulement bienvenue, mais indispensable. C'est là qu'arrivent les Canadiens. Oui, notamment une mission canadienne très importante. Elle est dirigée par le docteur Gustave Guinras, qui était une sommité mondiale en rééducation physique à l'époque. Ils arrivent avec du matériel, des physiothérapeutes. Un gros effort est fait. On installe des centres de rééducation. On improvise, oui. On réquisitionne d'anciens bâtiments militaires, des hangars. À Meknès, à Fès, à Sidi Kassem. On essaye de mettre en place des structures pour la rééducation. Mais cette aide internationale, elle ne peut pas durer éternellement. Non, bien sûr. Et c'est un peu le drame dans le drame. Après le départ de la mission internationale en 1961, je crois, le suivi local va s'avérer insuffisant. Certains de ces centres ferment assez vite, faute de moyens, faute de personnel formé pour prendre le relais sur le long terme. Et du côté des autorités marocaines, alors, quelle a été la réaction officielle face à ce crime? Sur le moment, la réaction était forte, il faut le dire. Le roi Mohamed V lui-même a parlé de « crime contre la santé de la nation ». C'est fort comme mot. Oui. Et le prince héritier Hassan II a été impliqué? Oui, il a été chargé de superviser l'enquête. Et surtout, une mesure législative vraiment exceptionnelle a été prise. Laquelle? Un daïr, c'est-à-dire un décret royal, est promulgué spécifiquement pour cette affaire le 7 décembre 1960. Il instaure la peine de mort pour ce type de fraude. La peine de mort. Oui, et c'est ça qui est très marquant, il est rendu applicable rétroactivement au fait de 1959. Ah oui, rétroactivement. C'est rare ça. Très rare. Et en parallèle, on crée un fonds d'indemnisation pour les victimes. Elles sont reconnues comme fils de la nation, c'est un statut important, le même que celui qui sera accordé aux victimes du séisme d'Agadir la même année, en 1960. Et ce fonds, comment il est financé? Par un timbre fiscal spécial, 4 dirhams ajoutés sur les cartes grises des véhicules. L'idée était d'assurer un revenu régulier pour aider les victimes. Donc on a une réponse judiciaire très sévère sur le papier, avec la peine de mort rétroactive, et une volonté d'indemnisation affichée au plus haut niveau. 5 des principaux commerçants impliqués sont identifiés, jugés. Et condamnés à mort, conformément au nouveau daïr. Donc là, on pourrait se dire, bon bah, justice va être faite, même si c'est terrible. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Non, c'est là que l'histoire prend un tournant, pour le moins troublant. Et très controversé. Aucune de ces condamnations à mort ne sera finalement exécutée. Aucune. Comment c'est possible? Des grâces royales. Oui. Des grâces sont accordées. Assez rapidement, semble-t-il. Les détails sont un peu flous, les sources divergent un peu. Certaines parlent de 3 ans de détention seulement avant la libération, d'autres évoquent même une libération encore plus rapide. Voire pas d'incarcération du tout. Il y a même des témoignages de l'époque, des rumeurs persistantes, qui affirment que certains des condamnés n'auraient jamais réellement mis les pieds en prison, que leur nom n'apparaîtrait pas sur les registres d'incarcération.
C'est difficile à vérifier aujourd'hui, mais la rumeur était là. Mais c'est stupéfiant que l'on explique un tel revirement après avoir promulgué une loi aussi sévère, spécifique, rétroactive et après des condamnations à mort. Pourquoi cette clémence soudaine? Plusieurs éléments sont avancés pour expliquer ça, et ils alimentent la polémique et les suspicions depuis des décennies. D'abord, il y a le rôle de l'avocat qui assurait la défense des commerçants condamnés. Qui était-ce? C'était Ahmed Reda Guedira, une personnalité politique qui va devenir ensuite très influente, très proche du pouvoir sous Hassan II. Son rôle a forcément posé question. D'accord. D'autres facteurs? On mentionne aussi un épisode plus tard en 1968, je crois, où la grâce des condamnés restants aurait été demandée via une ancienne tradition un peu oubliée, celle du sultan des Tolbas, le sultan des étudiants, une sorte de coutume folklorique utilisée pour obtenir des faveurs. Étrange. Et il y a des soupçons de corruption? Oui, ces rumeurs ont toujours circulé. Corruption, pression politique, jeu d'influence. Difficile de démêler le vrai du faux aujourd'hui. Mais le résultat est là. Une impunité de fait pour les principaux responsables qui avaient été identifiés et condamnés. Ça a dû être terrible à vivre pour les victimes et leurs familles. Voir ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Une ligue marocaine des victimes des huiles empoisonnées est créée très tôt, dès 1961. Au début, elle est un peu sous la tutelle du ministère de la Santé. Mais leur combat pour obtenir une indemnisation juste, décente, va être un chemin de croix. L'indemnisation prévue par le fonds spécial, elle n'était pas suffisante. Pendant des décennies, ce qui était versé était dérisoire. On parle de 50 dirhams par mois au début. Puis ça a été augmenté à 75 dirhams. C'était une somme purement symbolique. Ça ne couvrait absolument pas les besoins énormes liés au handicap, à la perte de travail. Et ce fameux fonds spécial financé par le timbre sur les cartes grises? Il a dû accumuler des sommes considérables au fil des ans, non? Avec toutes les voitures immatriculées au Maroc. C'est une excellente question. Et c'est une autre grande zone d'ombre de toute cette affaire. La gestion de ce fonds a toujours été extrêmement opaque. On ne sait pas combien il a rapporté. Ni comment l'argent a été utilisé. Non, pas précisément. Les victimes et leurs défenseurs ont toujours soupçonné et dénoncé le fait que les sommes récoltées, qui devaient se chiffrer en milliards de dirhams au fil des décennies, n'ont pas été intégralement reversées à ceux à qui elles étaient destinées. Il y a toujours eu un doute sur l'utilisation de cet argent. Il a fallu attendre quand pour qu'il y ait une amélioration significative pour les victimes? Très longtemps. Il faut attendre 2010, sous le règne de Mohamed VI. Là, un accord est enfin trouvé. Qu'est-ce qu'il prévoit, cet accord de 2010? Il prévoit de revaloriser l'indemnisation mensuelle à 1000 dirhams. Mais attention, seulement pour une partie des victimes reconnues. Il prévoit aussi la mise en place de projets socio-économiques pour aider à leur réinsertion et une meilleure prise en charge médicale. C'est un progrès, mais tardif. Et est-ce que ça a été appliqué correctement? C'est là que le bât blesse encore. Même cet accord de 2010, son application semble avoir été partielle, inégale. Selon des informations assez récentes, datant de cette année 2024, il y aurait encore plus de 300 victimes qui attendraient toujours de voir leurs droits pleinement reconnus dans le cadre de cet accord. C'est dire la lenteur et les difficultés. Et leur lutte pour leurs droits, elle n'a pas toujours dû être facile, surtout dans le contexte politique marocain de l'époque. On pense aux années de plomb. Effectivement, militer pour les droits des victimes, même pour une cause aussi juste, ce n'était pas sans risque à certaines périodes. Lassen Yamani, le vice-président de la Ligue dont on parlait, a lui-même raconté avoir été enlevé en 1973. Enlevé? Par qui? Par des agents du CAB. C'était une unité de renseignement de l'époque, disons, réputée pour ses méthodes musclées. Le but était clair, le pousser à démissionner de la Ligue, à cesser ses revendications qui dérangeaient. C'est terrible. Ça montre la pression qu'il subissait. Et il y a un autre point qui est frappant. Ce dossier des huiles empoisonnées, il a été explicitement exclu du mandat de l'instance équité et réconciliation, l'IR. Oui, tout à fait. L'IR, cette commission mise en place au début des années 2000 pour faire la lumière sur les violences graves des droits humains commises durant les années de plomb politiques, eh bien, on lui a dit « vous ne touchez pas à l'affaire des huiles ». Pourquoi, à votre avis? C'est une bonne question. Certains ont parlé, pour cette affaire, des années de plomb économique. Comme pour dire que l'arbitraire, l'impunité, la négligence envers les plus vulnérables, ça ne se limitait pas aux politiques pures, ça s'étendait aussi à l'économie, avec des conséquences humaines tout aussi dévastatrices. Peut-être que c'était trop sensible, que ça impliquait trop de choses. Trop de responsabilités à établir, y compris peut-être du côté américain, vu l'origine du produit. C'est possible. D'ailleurs, il y a eu une tentative, en 2005, de la part de la Ligue des victimes, de contacter l'ambassade américaine à Rabat.
pour voir s'il y avait une possibilité de discuter, peut-être d'une forme de reconnaissance ou d'aide, vu que le TOCP venait des bases. Et quelle a été la réponse? La réponse américaine, en substance, a été de dire qu'il fallait une démarche officielle du gouvernement marocain pour pouvoir engager des discussions sur ce dossier. Une façon polie de renvoyer la balle. Et apparemment, cette démarche officielle n'a jamais eu lieu. Donc, la question de la responsabilité américaine reste entière, elle aussi. Quel héritage, finalement, pour cette tragédie crue? C'est une histoire terrible qui est longtemps restée un peu dans l'ombre, non? Presque un trou noir dans la mémoire collective marocaine. Oui, longtemps occulté. L'héritage, c'est d'abord et avant tout la souffrance. Indicible, durable, de milliers de personnes et de leurs familles. Des vies marquées à jamais par le handicap, la douleur, et aussi par ce sentiment profond d'injustice. Leur combat pour la reconnaissance, pour la dignité, il continue encore aujourd'hui pour les derniers survivants. Et au-delà des victimes elles-mêmes. C'est aussi un symbole tragique, le symbole de la vulnérabilité d'une société, surtout une société en transition comme le Maroc de l'époque, face à la cupidité la plus débridée et face aux failles des systèmes de contrôle, de sécurité sanitaire. Heureusement, la littérature a récemment aidé à sortir cette histoire de l'oubli. Oui, il faut saluer le roman Al-Milef 42, Le dossier 42 d'Abdelmajid Sebata, qui est paru en 2020. Il a vraiment remis cette tragédie en lumière, notamment pour les jeunes générations qui ne la connaissaient pas forcément. Si on essaye de synthétiser tout ça, on a quoi? Une catastrophe sanitaire majeure provoquée par l'appât du gain le plus sordide dans un contexte postcolonial complexe, fragile. C'est ça. On a ensuite une réponse initiale de l'État qui semble forte, avec une loi très dure, des condamnations à mort, mais qui se termine par une forme d'impunité, une justice qui est perçue comme un déni total par les victimes. Et surtout, on a la souffrance immense, prolongée, de milliers de personnes dont la mémoire et les droits ont été pendant trop longtemps ignorés, voire bafoués. Se souvenir de cette affaire aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de devoir de mémoire envers les victimes, même si c'est absolument essentiel. C'est aussi pour essayer de comprendre les leçons qu'elle nous livre, Des leçons sur quoi, Sam? sur la responsabilité des individus, des entreprises, de l'État, sur l'importance vitale de la sécurité sanitaire, de la sécurité alimentaire, sur la justice sociale, et sur la manière dont les défaillances d'un système, quand l'éthique disparaît face au profit, peuvent impacter de plein fouet les plus vulnérables, les plus démunis. Et ça nous laisse avec une question peut-être un peu provocatrice pour terminer. Oui, une question qui reste lancinante, je trouve. Plus de 60 ans après les faits, la vérité complète n'est toujours pas établie sur tous les aspects de l'affaire. La réparation n'est toujours pas achevée pour toutes les victimes. Qu'est-ce que cette persistance, cette lenteur, ce déni partiel nous dit sur la capacité d'une société à regarder en face ses propres tragédies? À rendre justice à ses membres les plus fragiles. Et surtout, peut-être, Surtout, à ancrer les leçons du passé pour que l'histoire ne bégaye pas. Quelles sont concrètement les garanties aujourd'hui pour qu'un tel scandale, fruit de la négligence criminelle et de la cupidité, ne puisse plus jamais, jamais se reproduire? La question reste ouverte.